Merci et merci beaucoup de l'invitation. Donc, le physicien danois Niels Bohr, qui a gagné le prix Nobel, a un jour dit quelque chose de très brillant, qui était que la prédiction était quelque chose de très difficile, particulièrement en ce qui a trait le futur. Et donc, je pense que comme clinicien, c'est vraiment quelque chose auquel on fait face là, à chaque jour. Donc, le plan de la présentation, je vais peut-être donner une définition de quelques termes pour qu'on puisse savoir. Ah, vous avez de la musique? Pourriez-vous fermer la musique? Et donc, ça va, oui? Vous vouliez baisser le son de la musique ou monter le son de la musique? Et donc, on va commencer par parler un peu des termes généraux en génétique pour qu'on puisse avoir une discussion et qu'on va bien se comprendre. On va parler un peu de dépistage génétique par la suite, même si ce n'est pas nécessairement mon champ d'expertise. Puis on va parler ensuite plus de pharmacogénomique, donner quelques exemples là, qui un peu plus mon champ d'expertise. Si on commence avec des termes en génétique, si je vous dis SNP, vous pensez que c'est quoi? Un des trois personnages des Rice Krispies, donc SNP, Crackle et Pop. Un acronyme d'une étude de cardiologie, un groupe rap des années 90, ou l'abréviation de Single Nucleotide Polymorphism, qui veut dire en français polymorphisme nucléotidique simple. Donc, j'aurais été intéressé qu'on puisse répondre comme hier et savoir combien il y avait de fans des Rice Krispies ici. Le terme qu'on va utiliser beaucoup, ça va être le terme allèle. Donc, un allèle, c'est en fait une forme d'un gène, donc à une position donnée. Une position d'un gène, on appelle ça un locus. Donc, ici, par exemple, le patient peut être porteur d'une adénine, d'une cytosine, les bases génétiques que vous vous rappelez sûrement de vos cours de biologie. Et on va parler d'un génotype quand on va parler de la constitution de la paire d'allèles. Donc, l'allèle, le génotype. Le phénotype, c'est ce que vous voyez. Donc, un trait qui est observable et, par exemple, comme la couleur des yeux, la taille d'un individu. Et le phénotype dépend en partie du génotype, mais aussi de l'environnement. Et ce qu'on appelle l'environnement, ça inclut la diète, tout ce qui est non génétique. Okay? Donc, si on utilise la taille, puis je m'utilise comme exemple, dans ma famille, tout le monde mesure entre 4 pieds 11 et 5 pieds 3. Donc, c'est pour dire que j'ai un génotype pas très favorable à la grandeur, mais puisque mon environnement était favorable, donc j'ai mangé beaucoup de croûtes, j'ai l'air d'un géant sur nos photos de famille. La réalité est évidemment tout autre. Un SNP, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une variation, c'est le type de variation génétique qui est le plus fréquent dans le génome. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de types de variations génétiques, mais le SNP est le plus fréquent. On parle d'environ 10 millions de SNP dans le génome humain, au moins, qui sont fréquents. Et c'est simplement le remplacement d'une base par une autre. Donc, si on regarde la séquence ici, on aurait TAGC et le polymorphisme ici serait une allèle C plutôt. Et c'est ces variations génétiques qu'on appelle les SNP et qu'on utilise beaucoup en recherche clinique à l'heure actuelle. Peut-être une dernière définition, bien, c'est comment différencier un polymorphisme d'une mutation. Et donc, c'est vraiment au niveau quantitatif. Une mutation, c'est quelque chose qu'on rencontre chez moins d'1% d'une population, alors que le polymorphisme est fréquent chez plus de 1%. Donc, ce qui est un polymorphisme dans une population peut être une mutation dans une autre population, dépendamment de la fréquence de la variation génétique. Un dernier concept qui est important de comprendre, c'est la différence entre les maladies qu'on dit généralement mendéliennes ou monogéniques, donc qui va vraiment être attribuables qui peuvent apparaître dues à une variation dans un seul gène. Donc, pas nécessairement qu'il y a seulement un gène causal de la maladie, mais qu'une variation dans un seul gène peut entraîner la maladie.
Et un exemple serait par exemple la cardiomyopathie hypertrophique. Alors que les maladies complexes impliquent plusieurs facteurs génétiques et environnementaux. Et il faut comprendre ici que l'effet des gènes va être individuellement extrêmement modeste. Et c'est ce qu'on dit des gènes à des mutations ou des polymorphismes à faible pénétrance, c'est-à-dire que très peu de gens qui ont la mutation ou le polymorphisme vont nécessairement développer la maladie. Dans le cas de la cardiomyopathie hypertrophique, aujourd'hui, on sait que c'est en fait plus complexe que seulement l'impact d'un seul gène, et on va y revenir un petit peu plus loin. Donc, quelles sont les utilisations potentielles des tests génétiques en insuffisance cardiaque? Ça pourrait être au niveau de la prévention, donc identifier les individus qui sont porteurs d'une prédisposition génétique, soit pour les suivre de plus près, soit les traiter de façon préventive, ou bien d'autre part, chez les individus qui ont déjà la maladie, les stratifier et individualiser la thérapie en se basant sur leur profil génétique. Donc, vous allez me permettre de sortir de ma zone de confort et de vous parler un peu de dépistage génétique. En fait, je vais vous parler principalement des cardiomyopathies hypertrophiques et des cardiomyopathies dilatées qui constituent les deux plus fréquents types de cardiomyopathie et pour lesquels on estime, dans le cas des cardiomyopathies hypertrophiques, qu'il y a environ 50 qui sont des formes familiales. Et dans le cas des cardiomyopathies dilatées, on estime que c'est entre 25 et 35 De prime abord, en regardant le tableau, on voit une différence majeure, et je vais y revenir dans les prochaines diapositives, mais on voit que dans le cas de la cardiomyopathie hypertrophique, environ 3 gènes sont responsables d'une large majorité des cas de cardiomyopathie familiale, ce qui rend la cardiomyopathie hypertrophique très propice au dépistage génétique. À l'opposé, la cardiomyopathie dilatée, bien, on voit que même la LMNA, qui est le gène codant pour la lamine AC, qui est le plus fréquent, est seulement 7 à 8 des cas. Donc, ça complique beaucoup le dépistage génétique parce qu'à ce moment-là, ça augmente de façon importante le nombre de gènes qu'on doit séquencer pour trouver une mutation causale. Une diapositive pour vous illustrer finalement que un gène n'est pas caractéristique d'un type de myopathie, mais qu'en fait, ces deux types de myopathie partagent un nombre important de gènes responsables de l'apparition de ces maladies-là. La cardiomyopathie hypertrophique, comme on dit, est un excellent exemple de dépistage génétique qui pourrait être utilisé en clinique, puis en fait qui commence à être utilisé. Parce qu'on regarde ces 4 gènes-là, donc qui codent pour la myosine heavy chain bêta, la myosine binding protein C et troponine T, troponine I, sont responsables d'environ 80 à 90 des cas de cardiomyopathie hypertrophique. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que c'est des mutations qui sont extrêmement peu fréquentes. Donc, par rapport à ce qu'on fait en pharmacogénomique, où on peut utiliser des polymorphismes communs et que c'est assez facile de génotyper, pour identifier ces patients-là, il faut faire le séquençage du gène, donc vraiment regarder l'ensemble du code d'un gène, ce qui est beaucoup plus compliqué. Et par exemple, un test qui peut être fait pour ces 4 gènes-là coûte environ 3 000 $. Donc, c'est assez dispendieux à faire. De façon générale, on se limite donc à ces 4 gènes-là. Les dernières recommandations du Heart Failure Society of America en incluaient en fait un total de... Ils rajoutaient ces 4 autres-là. Ici, c'est vraiment plus rare, là, les 3 derniers gènes, mais c'est ce qui était recommandé. Ça va être intéressant de voir ce que d'autres organismes recommandent par la suite, parce que je vous dirais que leurs recommandations étaient assez agressives dans le contexte des connaissances actuelles qu'on a. Surtout quand on prend en considération que le taux de détection est environ 35 à 45 donc il y a beaucoup de gens qu'on ferait du dépistage et qu'on ne trouve rien. Pour améliorer ça, on peut se limiter au cas où c'est clairement une cardiomyopathie familiale, donc c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 membres de la famille qui sont affectés par la maladie. Parce que c'est possible aussi d'avoir dans la population des mutations sporadiques, c'est-à-dire que ça va être seulement un individu qui va présenter
la mutation. Et là, je vous passe le principe là, de réplication cellulaire en arrière de ça, mais seulement pour vous dire que ce n'est pas parce que c'est génétique que c'est nécessairement familial. L'autre difficulté associée à ça, c'est une fois qu'on identifie une mutation, est-ce que c'est vraiment la mutation qui est causale ou on a seulement identifié un polymorphisme qui est rare? Donc ça, c'est vraiment, je vous dirais, au niveau du dépistage, la grande difficulté, c'est de savoir, hors de tout doute, c'est sûr que la position, à savoir la modification qui s'entraîne au niveau de la protéine, à savoir sa non-expression totale, que là, on se doute que ça peut avoir un impact, peut nous guider, mais c'est encore, je vous dirais, une science qui est inexacte ici. Et finalement, bien, la dernière chose à savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une absence d'identification qu'on a une absence de cause génétique. Et finalement, bien, tout à l'heure, je vous disais que c'était de moins en moins clair que c'était une mutation, une maladie qui est mendélienne au sens propre ou monogénique, je devrais dire, parce qu'en fait, on a environ 3 à 10 d'individus qui porteraient 2 mutations. Ces gens-là semblent à plus haut risque que les patients qui n'ont qu'une seule mutation. Et même, on recense présentement des cas d'individus qui auraient 3 mutations. Et eux ont vraiment... les données actuelles semblent suggérer qu'ils ont un moins bon pronostic. La grande question, par contre, c'est est-ce que ceci peut être utilisé comme marqueur pronostic des patients? Et c'est un sujet de discussion. Le problème, évidemment, c'est que quand on veut établir la validité d'un marqueur pronostic, ça nous prend des études avec un grand nombre d'individus. Vous comprendrez que quand on étudie des mutations qui sont fréquentes chez moins d'1% de la population ou que vous avez ce qu'on appelle une mutation privée, c'est-à-dire que vous êtes le seul à avoir la mutation, c'est assez difficile de déterminer quel est l'impact sur le pronostic. Donc, une autre façon que les gens se questionnent, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des gènes en particulier qui auraient un plus mauvais pronostic? Mais là, on pourrait peut-être avoir plus d'informations. Mais je vous dirais qu'à l'heure actuelle, ce serait surtout un outil de dépistage, mais il y a énormément de recherches à faire dans ce domaine-là. La cardiomyopathie dilatée, bien, c'est comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup plus de gènes impliqués avec une faible prévalence des mutations dans les gènes étudiés. Et la pénétrance est très variable. Donc, il y a des gens qui peuvent être porteurs de la mutation, mais qui n'en développeront pas ou qui vont la développer seulement tardivement à un âge beaucoup plus avancé, alors que les mutations avec les cardiomyopathies hypertrophiques, on voit ça généralement, souvent en tout cas, en plus grande proportion à un âge plus jeune. L'autre chose, c'est que ça nécessiterait donc le séquençage de beaucoup de gènes, ce qui va prendre du temps, coûte très cher et qui a en bout de ligne une très faible sensibilité. Peut-être une approche qui serait plus appropriée, c'est de cibler les individus. Donc, le gène LMNA est serait responsable d'environ 45% des cardiomyopathies familiales avec troubles de conduction. Donc, dans ce contexte-là, si vraiment on cible plus les individus, ça pourrait être cliniquement plus pertinent pour identifier chez les autres membres de la famille du patient les individus à risque. Et encore une fois, au niveau du marqueur pronostic, c'est la même question qui se pose, quoi qu'il y a un peu de données qui suggèrent, par exemple, que les porteurs d'une mutation dans le LMNA seraient à risque plus important de troubles arythmiques et donc éventuellement pour être utile pour identifier des gens en prévention primaire pour la pose d'un défibrillateur.